la séquence que je vais décrire rapidement est une séquence qu'on pourrait appeler froide de la mobilisation. Ce que j'appelle ici le moment révolutionnaire, donc c'est cette période qui s'étend du 25 janvier au 11 février. Plusieurs micro-séquences découpent cette séquence principale, le face-à-face avec la police, la fuite de la police qui déserte totalement l'espace public, la prise de la place Tahrir par les manifestants, l'attaque des pro-Moubarak. Alors vous avez peut-être vu ces images absolument géniales des dromadaires qui attaquent la place Tahrir. Enfin génial, maintenant c'est génial d'en parler, mais ce n'était pas génial quand on y était. Et enfin la stabilisation et la normalisation de la situation sur la place Tahrir, où on commence à prendre ses habitudes, il y a beaucoup de rituels qui s'instituent, et il y a voilà, tout ce mouvement de stabilisation. Je parle de période froide parce que je décris des moments normaux de la place Tahrir et non pas ces moments avec les dromadaires, parce que très honnêtement, je n'ai pas encore le recul nécessaire pour essayer d'en parler, mais ça a des dynamiques qui sont beaucoup plus compliquées. Alors je m'attelle plutôt à décrire le moment froid qui serait plutôt, qu'on aurait tendance à dire le moment normal, qui est moins intéressant, mais qui finalement, temporellement, ce qu'on passe le plus de temps sur la place, c'est quand on ne fait rien, pas quand on lance des pierres ou quand on essaye de faire la lutte avec les forces de l'ordre. Donc, pour la majorité des manifestants qui souhaitent rejoindre la place Tahrir, l'entrée se fait selon un rituel bien précis. Une fois passés les barrages militaires où les entrants sont fouillés et contrôlés, c'est au tour de plusieurs rangées du comité d'organisation, Lajnat al-Tanzim, de fouiller et de contrôler les manifestants. Le nombre de fouilles peut varier selon le chemin emprunté. Il y a à peu près 10 routes pour entrer à la place Tahrir. Donc selon que c'est un petit chemin ou une grande rue, il y aura différents modes de fouilles. Ce nombre aussi, généralement entre 2 et 6 niveaux, parfois espacé entre eux d'à peine quelques mètres. Donc vous faites fouiller, 1 mètre plus loin, vous faites fouiller alors que la personne vous a vu être fouillée. Donc on peut se dire que ce n'est pas très logique. Rationnellement, on pourrait faire mieux en termes d'efficacité. Mais il n'y avait pas de manager apparemment là-bas. Donc les personnes à fouiller sont réparties en 2 groupes, il y a les hommes et les femmes. Il s'agit avant tout de vérifier si la personne n'est pas armée et ensuite, en vérifiant ses papiers d'identité, si elle n'appartient ni aux forces de l'ordre, ni au Parti national démocratique, en regardant le métier, le statut, etc., sur le verso de la carte d'identité. Quand on arrive par la voie d'accès principale, qui est le pont Asr el-Nil, les dimensions symboliques de ce rituel sont multipliées. Un sentier étroit permet aux personnes d'entrer et d'accéder à la place, découpé donc plusieurs fois par des fouilles et bordé des 2 côtés par un certain nombre de personnes qui applaudissent et encouragent les nouveaux arrivants. On entend crier « Bienvenue, ne lâchez pas l'affaire les jeunes, que Dieu soit avec vous, on va y arriver ». Et parfois, il y a des consignes particulières. On a besoin de gens à l'infirmerie, dirigez-vous vers le musée, on a besoin de monde là-bas. De l'autre côté de la rue, dans la direction qui sort de la place, un dispositif similaire tout en ayant une fonction inversée est présent. Là, les personnes qui bordent les sortants leur rappellent qu'ils comptent sur eux, qu'il faut revenir demain et qu'il faut tenir bon, crier enfin « on se revoit tous demain les jeunes ». En réalité, la fouille est tout sauf minutieuse. Elle est faite rapidement et sans précision particulière. Et il faut savoir que les gens qui fouillent, il n'y a pas vraiment d'organisation. J'ai été amené à fouiller pendant 2 heures à un moment. C'est juste parce que je suis passé, quelqu'un a dit « tu veux pas prendre ma place ?» J'ai fait « d'accord ». Et puis voilà, je suis assistant diplômé, je ne fouille personne d'habitude. Donc je ne suis pas très habitué à ce genre de choses. Mais voilà, donc il n'y a pas vraiment un savoir pratique qui est utilisé là. Donc souvent les cartes d'identité sont regardées sans être vérifiées, on regarde le recto alors que c'est au verso que les informations importantes se trouvent. Et ce passage remplit plutôt une fonction de socialisation, il y a une espèce de frontière qui est à la fois réelle et symbolique entre l'extérieur et l'intérieur. Les personnes chargées de fouiller s'excusent auprès des entrants avant juste de le faire, alors que par exemple si on était fouillé par les forces de l'ordre, on est en général maltraité en même temps, donc il y a toute cette dimension symbolique. Donc on est vraiment désolé les gars, c'est pour votre sécurité. Et les manifestants répondent, mais il n'y a pas de problème, on est tous ensemble ici, vous faites du bon travail. Parfois même, un manifestant admoneste la personne qui la fouille en lui demandant d'être plus consciencieux. Tu n'as pas regardé ma carte bien comme il faut. Et si j'étais un flic alors ? Ou encore, dans l'éventualité où la personne ne fouille pas un sac à dos comme il faut, demande-moi de le vider. Dans ce sac, je pourrais avoir tout un genre de trucs. Il faut faire attention, les gars, les flics sont partout. Une mise en récit, une interprétation vivante de la situation s'actualise à chaque instant. On loue la bonne organisation, on rappelle qu'on se débrouille très bien sans les forces de l'ordre et sans l'État. Toute une mise en scène de l'espace où le manifestant est acteur et spectateur permet en quelque sorte d'homogénéiser et de diffuser certaines formes de représentation et certains discours portés sur l'événement en train de se faire. Toute une mise en scène en fait de ces nouvelles normes sociales qui sont opposées aux anciennes normes, qui sont opposées à l'extérieur de Tahrir, à l'extérieur de la République de Tahrir, du vieux système. Maintenant, je passe à une autre partie où
par rapport aux gens qu'on trouve à Tahrir. Alors bien sûr, ça ne peut être que parcellaire ce que je dis ici, parce que s'il y avait 1 million de personnes, même avec toute la bonne volonté que je pouvais avoir, je ne pouvais pas en voir tant que ça. Donc il est rare de venir à la place Tahrir en solitaire. On y vient en groupe, soit des groupes d'amis, de familles, de voisins, de collègues. Et l'inscription physique dans le lieu se fait par la routinisation de certaines habitudes, dont la première est le choix d'un lieu privilégié. Quand on imagine passer 12 heures dans le même endroit, il faut bien avoir son petit coin où on s'assoit, où on se pose tranquillement. Ce lieu, choisi le premier jour par hasard, devient le lieu de rencontre les jours suivants, le point de rendez-vous si le groupe se perd, ce qui arrive quasiment tout le temps, et on le nomme le quartier général. Alors, par exemple, dans le groupe que j'avais suivi, le lieu choisi avait été baptisé le Maqar al-Sawri, donc le siège révolutionnaire, et tout le vocabulaire de la révolution, qui en Égypte est très lié à l'époque nassérienne, est ressorti à l'occasion. Et ça, je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Le groupe que j'ai pu suivre est un groupe d'amis. Alors, je vais peut-être passer un peu plus vite sur les détails. C'est un noyau dur qui était formé de 4 hommes et 2 femmes. Et autour de ce noyau dur, le nombre de personnes présentes peut varier. Des amis de passage, le cousin qui passe voir comment ça se passe. Et parce qu'il y a quand même cette grande dynamique de visite, on est à un endroit à la place Tahrir, on va voir les autres et on circule beaucoup. Si de temps en temps, certains membres du groupe peuvent avoir des interactions avec d'autres groupes, la chose est relativement rare. Ainsi, il arrivera à un voisin d'entrer dans une conversation pour critiquer Moubarak ou encore se lamenter sur l'état dans lequel se trouve le pays, mais la conversation ira rarement plus loin que là. Donc la frontière des groupes reste bien délimitée dans une certaine mesure, et l'espace de la place Tahrir apparaît plutôt comme une juxtaposition géante de groupes de connaissances préexistantes, donc des réseaux qui existent avant la mobilisation, plutôt qu'un lieu de construction de nouveaux groupes. Alors, là, c'est une observation que j'ai pu faire. Il y a certainement des amitiés qui ont été faites sur la place. J'ai noué plusieurs amitiés avec plusieurs personnes, mais relativement, on reste en groupe et on ne se mélange pas tant que ça. La grande partie du temps passé sur place est du temps froid. À partir du 28 janvier, qui est la date du départ des forces de police et de l'arrivée de l'armée, très peu d'affrontements ont lieu sur la place et dans ses alentours, à part les quelques moments désormais connus où la violence a été extrême. Donc, par exemple, le 2 février avec l'attaque des pro-Moubarak et la scène avec les dromadaires. Ce sont donc de longues heures passées sur place, l'objectif étant de garder la place, on a aussi de prendre la place, pour que celle-ci ne soit pas reprise par les forces du régime. À partir du quartier général, le groupe fait des rondes dans la place pour voir ce qu'il s'y fait. On est assez proche de l'ambiance qu'on retrouverait dans un festival de rock ou dans un carnaval. On s'arrête un peu devant un stand de poésie, on va lire les différentes pancartes, on écoute un prêche ou une chanson, on s'intéresse vaguement à un discours militant, les discours militants et politiques et ceux qui marchaient le moins à ce moment-là. Parfois, on entre dans un cortège et on scande les slogans avant de repartir dans une autre direction. Ces longues journées sont aussi des moments de discussion interminables, et donc un moment de socialisation très fort entre les membres du groupe, où on parle politique tout le temps, à toutes les sauces, en ressortant des vieux exemples, d'autres exemples de d'autres pays, d'expériences personnelles. On donne son avis sur tel ou tel leader, tel ou tel intellectuel. On se raconte 1001 petites anecdotes de corruption et de pratiques véreuses de l'Ancien Régime, des histoires de la vieille Égypte, une Égypte d'avant le 25 janvier. Et ce sont aussi de longues heures où on se raconte des blagues et des devinettes. Personnellement, ça faisait longtemps que je n'avais pas autant rigolé que pendant ces quelques jours, parce qu'il y a vraiment un esprit, alors c'est peut-être très égyptien, mais aussi, voilà, c'est beaucoup de blagues. Et certains se disent, on dirait une nuit du Ramadan. C'est l'ambiance festive, l'impression de passer le temps où on passe toute la nuit, toute la journée, en train de discuter, de parler de manière insouciante. La manière de parler est adaptée à la circonstance, et là je reviens donc sur l'usage du qualificatif ou de l'adjectif révolutionnaire, et l'adjectif révolutionnaire est ajouté dans tous les contextes. Alors là, par exemple, on va se faire une petite bouffe révolutionnaire, les gars. J'ai une faim révolutionnaire. Où est passé notre camarade révolutionnaire? Il est parti révolutionner derrière un buisson. Et ainsi de suite. On passe aussi de longs moments à mettre en récit les exploits des premiers jours contre les forces de l'ordre. Enfin, certains disent en riant qu'ils regrettent l'absence de la police. Je m'amuse moins quand même, j'ai plus personne à taper. Côté très gaulois avec les Romains, il y a beaucoup de ressemblances qu'on pourrait tirer. La journée est agrémentée de longues pauses dans les cafés environnants où l'on fume une chicha révolutionnaire tout en buvant un thé révolutionnaire en parlant d'un avenir révolutionnaire. Bref, tout le moment de tahrir est socialisation et par cette socialisation, mise en scène de nouvelles normes sociales. Il serait néanmoins erroné de penser que cette vague de protestation vient de nulle part. Un cadre favorable existait déjà et il est nécessaire d'en cerner les contours. Alors je pense que je n'aurai pas le temps de rentrer autant en détail, ou peut-être que je suis en train de parler très vite en fait. Ah, super, je bois de l'eau alors. Donc, le système politique égyptien
a connu plusieurs moments forts de mobilisation politique dans la décennie entre 2000 et 2010. Ces mobilisations intervenaient dans un contexte particulier dont il est nécessaire de tracer les grandes lignes. Au niveau international, l'intifada et l'intervention américaine en Irak ont été des moments clés dans la socialisation d'une partie de la jeunesse militante actuelle, donc la génération militante qui est maintenant à la tête du mouvement, entre guillemets. C'est la décennie qui avait... Alors, la décennie qui avait précédé, donc la décennie 80-90, n'avait guère connu de grands mouvements de ce type, et ces mobilisations intervenaient un peu comme des événements générateurs de carrières militantes, mais aussi plus généralement de politisation, le fait qu'on parlait politique en parlant de la politique internationale. Vous pouvez voir l'article que Mounia Benani avait écrit là-dessus, pour le cas marocain, comment à travers la discussion de la politique internationale, on renvoie l'image à la politique interne. Le point intéressant, c'est que ces mobilisations sont le théâtre d'un changement majeur. Le président Moubarak est pour la première fois dans une manifestation massive attaqué et désigné comme complice du sort malheureux des Palestiniens ou des Irakiens. Un des tabous de l'espace public égyptien, la personne du président, tombe. Cette dialectique entre politique étrangère, impopulaire et naissance de mobilisation aura joué un rôle crucial à ce moment précis dans la renaissance des protestations politiques en Égypte. Un autre élément important lié au contexte international est le fait qu'après les attentats du 11 septembre 2001, Mounia me fait signe de parler moins vite, donc j'essaye de parler moins vite, c'est que j'ai peur de faire les erreurs des Tunisiens, donc je laisse. Bon. Alors, lié donc... D'accord, je vais faire comme les Marocains. Alors, donc ces mobilisations, on y critique Moubarak et... par la suite de l'événement du 11 septembre, on a une pression américaine importante pour la démocratisation. Et de ce fait, vu que l'administration américaine voyait dans l'autoritarisme et l'absence d'espace libre d'expression dans la région une des causes principales du fondamentalisme religieux, on voit ces pressions qui, à l'approche de la fin du 4e mandat de Moubarak en 2005, on essaye de plus ou moins enclencher un processus de démocratisation. Cette conjoncture, liée à l'approche du scrutin présidentiel, et au niveau interne, elle aussi perçue comme favorable par différents acteurs politiques pour initier un mouvement prenant le moment électoral pour cible. Dès 2002, il semblait de plus en plus plausible que Moubarak père préparait son fils cadet, Gamel, à une transmission héréditaire du pouvoir. Pour de nombreuses personnalités de l'opposition, de nombreux intellectuels, ce scénario était plausible, parce qu'il y avait déjà eu un précédent en 2000 dans la région avec la passation héréditaire du pouvoir d'Assad père à Assad fils, donc en Syrie. Chez de nombreux opposants, on se dit que c'est le bon moment pour lancer un mouvement de protestation, et c'est là que naît le mouvement Kefaya, donc qui littéralement veut dire ça suffit ou oui ça suffit, on en a assez ou ça suffit, c'est quelque chose entre les deux. Donc ça suffit, le Moubarak, la dynastie Moubarak, etc. Et autour duquel toute une constellation de mouvements se formeront et on retrouve parmi les jeunes de ce mouvement différentes personnes qui sont aujourd'hui mobilisées et qui ont été mobilisées dans la place Tahrir. Peut-être revenir rapidement sur, et là c'est juste parce que c'est un point plus classique et qu'on peut retrouver dans plusieurs endroits, sur les dynamiques du régime Moubarak, parce que si on ne regarde pas comment fonctionnait le régime, on ne peut pas comprendre les espaces dans lesquels naissent ces mobilisations. Le régime Moubarak s'était construit sur une multitude de réseaux de clientèle et de solidarité autour de l'appareil d'État et du Parti national démocratique, donc l'équivalent en quelque sorte du RCD en Tunisie, et qui était aussi parti au pouvoir, mais bien plus parti du pouvoir. Enfin, ils se confondaient un peu, et là, Dr Choubaki qui vient d'arriver en parlera très bien, puisque c'est le spécialiste égyptien de la question, et comment cet appareil de parti arrivait à se confondre avec l'appareil d'État et en faire une seule chose à la fin. Si pendant une assez longue période, la tête du régime avait réussi, par l'intermédiaire de tout un jeu d'équilibre entre forces d'opposition, institutions étatiques, forces économiques, à désamorcer le champ politique, les dernières années avaient vu une précarisation en quelque sorte de cet équilibre. Dans les équilibres du système égyptien, l'institution militaire a joué un rôle fondamental depuis l'instauration de la République en 1952, puisqu'elle a donné à l'Égypte ses 4 présidents, en plus d'être un pivot central de l'économie du pays. Mais cependant, l'armée a toujours évité d'être directement impliquée en politique, comme ça elle évitait d'avoir les mains sales et garder sa légitimité historique d'institution, la grande institution de l'État, qui défend l'État, qui a fait la guerre, qui a gagné la guerre contre Israël.